C'est jour de match. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Média TV pour Cannes+, votre quotidienne consacrée à la CAN Maroc 2025. Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Mon acolyte de toujours, Noha Bazir, bonjour. Bonjour Agnès et bonjour à nos téléspectateurs. On a toujours grand plaisir à vous accueillir, à vous recevoir tous les jours des invités de renom pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mohamed Ouhrish, vous êtes créateur de contenu alias Mohassossi. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. C'est un honneur, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et à distance, depuis la capitale Rabat, nous allons parler de ce match entre le Maroc et la Tanzanie. On va en parler dans quelques instants avec Amin Amor, entraîneur. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Cannes+. Merci, c'est toujours un honneur pour moi d'être avec vous. Et à distance, on va aller du côté là aussi de Rabat, un peu plus loin, du côté du stade Prince Moulay Abdallah, où on retrouve notre envoyé spécial Média TV dans le stade, tout simplement, Ababakar Tounkara, qu'on va avoir depuis Rabat. Bonjour Ababakar. Bonjour à vous et également à toute l'équipe de Cannes+. On est à quelques heures de cette rencontre attendue entre le Maroc et la Tanzanie. Est-ce que vraiment l'effervescence commence à se faire sentir du côté du stade Prince Moulay Abdallah? Bien sûr, actuellement nous sommes d'ailleurs à la gare de Riyad, en face du stade Moulay Abdallah de Rabat. Les supporters commencent à venir, il pleut, mais quand même ils ont décidé de dévier cette pluie, de la défier plutôt, pour pouvoir assister à cette rencontre qui est une rencontre décisive, parce qu'aujourd'hui tous les matchs que le Maroc aura joués, on l'espère, seront des matchs disputés, des matchs à coups près, où la victoire finale permettra à cette sélection marocaine de pouvoir passer à une autre étape. Et bien oui, Anas, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement, comme chaque match, pour assister à cette rencontre entre les Lions de l'Atlas face également à cette équipe tanzanienne. Et alors Ababakar, dites-nous, du côté tanzanien, est-ce que les supporters se font nombreux? Comment pensez-vous que la Tanzanie va entamer cette rencontre face au Maroc? Mais comme beaucoup d'adversaires du Maroc, bien évidemment, donc aujourd'hui, on aura une équipe tanzanienne qui va jouer avec ses forces, une équipe tanzanienne qui compte jouer avec un bloc bas, resserrer les lignes, poser beaucoup de soucis également à l'attaque marocaine, mais aussi au milieu de terrain marocain, essayer aussi de procéder par des contre-attaques, parce qu'aujourd'hui, pour la Tanzanie, il a démontré face à la Tunisie, ils ont fait match nul, un but partout. Ils ont aussi posé le but, si on peut l'appeler de cette manière. Une équipe tanzanienne qui a tenu tête à cette équipe des Super Eagles Nigeria, même si elles ont perdu sur le score de 2-1. Leur sélectionneur l'a dit, ils vont venir ici pour jouer avec leur force, essayer de faire déjouer cette équipe marocaine. Et comme vous le savez, en football, il n'y a pas de réalité, il y a toujours des surprises. Et en face, ils auront bien évidemment, pour parler des Lions de l'Atlas, une équipe tanzanienne prête à tout faire pour pouvoir bien évidemment essayer de l'emporter face à cette sélection marocaine qui est vue comme la favorite aujourd'hui de cette rencontre. Ababakar, on ne l'espère pas. Non, sur le plateau, en tout cas, on n'espère pas une désillusion marocaine face à la Tanzanie. Merci beaucoup, Ababakar. Vous étiez en direct depuis Rabat, juste à côté du stade Prince Moulay Abdallah, pour parler de cette rencontre entre les Lions de l'Atlas et les Taifa Stars. On va, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, passer à ce flash de la CAN que vous attendez tous. Et pour commencer, le Mali a décroché son billet pour les quarts de finale de la CAN en s'imposant face à la Tunisie au tir au but 3-2. Disputé au complexe sportif Mohamed V de Casablanca devant quelques 42 000 spectateurs. Le début de la rencontre a été marqué par beaucoup d'intensité. À la 26e minute de jeu, le défenseur malien Woyo Koulibaly a été expulsé après une violente intervention sur Hannibal Mejbri. Il faudra attendre la 89e minute pour que Firas Chawat ouvre la marque pour les Tunisiens. Un pénalty ensuite est accordé au Mali pour une main de Yassine Mriah dans la surface de réparation qui a changé la donne dans les derniers souffles de la rencontre. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire et des prolongations. Finalement, la séance fatidique des tirs au but a tourné en faveur du Mali. Et puis le Sénégal maîtrise le Soudan par 3-1 et valide son billet pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Surpris dès la 6e minute de jeu par l'ouverture du score, Damar Ibrahim, les Lions de la Teranga ont rapidement réagi grâce à Pape Gueye, auteur d'un doublé. En seconde période, le remplaçant Ibrahim Baye a scellé le succès sénégalais à la 77e minute. Solide et réaliste, le Sénégal poursuit son parcours en quart de finale et se retrouvera face au Mali, vainqueur face à la Tunisie.
Et enfin, en pleine Cannes, le football marocain est en deuil. Ancien international et membre de la génération sacrée championne d'Afrique en 1976, Ahmed Moujahid est décédé hier. Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football a officialisé son décès et a annoncé le décès de l'ancien joueur du Wydad de Casablanca, défenseur reconnu pour sa rigueur et son sens du collectif. Il incarnait la génération dorée du football marocain. Le Maroc perd ainsi l'un de ses champions d'Afrique. Son nom restera jamais associé à l'une des plus mémorables pages du football marocain. Et voilà, c'était l'essentiel de ces informations, de ces huitièmes de finale, deux premières rencontres. Et tout de suite, on en parle plus en détail dans le débrief. Et c'était hier au grand stade de Tanger. Le Sénégal a dominé le Soudan par 3-1, même si le Soudan menait au score au début de la rencontre. Alors, qu'est-ce qui explique cette victoire sénégalaise? Était-ce une évidence? Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Soussi? Est-ce que c'était une évidence? Qu'est-ce que le Sénégal était bien au-dessus du Soudan, finalement? Effectivement, le Sénégal, on le sait depuis le début de cette CAN que le Sénégal est l'un des favoris de la CAN avec le Maroc. Même si on essaie de mettre le Maroc au-dessus quand même. Mais effectivement, le Sénégal, c'est un des favoris. Il a des grands noms. Il a le jeune Mbaye du Paris Saint-Germain qui est en train de faire je pense que c'est une des révélations de cette CAN. C'est mon petit chouchou. Moi Ouais. aussi. En plus, je suis supporter du Paris Saint-Germain là-bas. Donc Ça tombe bien. Je Il l'ai est très jeune Je aussi. l'ai vu grandir très jeune. Et sa maman est marocaine en plus. Oui, Ouais. absolument. Donc, C'est pour ça qu'ils sont bien chez lui au final. C'est pour ça, exactement. Et ça, c'est aussi un symbole du lien entre Maroc et Sénégal, ce joueur. Donc oui, le Sénégal favori, fidèle à eux-mêmes, 3-1, logique, même si, comme vous avez dit au début, ils ont été menés. Mais bon, ils ont su retourner parfaitement le score. Justement, le fait qu'ils aient été menés, Amin Amour, je me tourne vers vous. Comment est-ce que le Sénégal a concédé un but en début de rencontre? Et c'est plutôt une action individuelle qui a pu faire briller un peu cette équipe soudanaise dès le début de ces huitièmes de finale? Écoutez, le Soudan, ils ont quand même beaucoup de motivation à venir dans cette CAN et à représenter par rapport au contexte, à ce qui se passe dans leur pays. Et aussi, il faut savoir un truc, c'est que il y a il y a il y a une équipe qui est favorite euh, en Champions League, toujours de la part du Soudan. Et ils ont deux clubs qui sont Marrakech et Al Hilal. Ils ont quelques joueurs quand même. Ils jouent au Rwanda aujourd'hui pour pouvoir rester compétitifs. Et je trouve que le Soudan sont venus avec leurs armes au Maroc. Ils ont essayé de poser des problèmes au Sénégal. Je pense que c'était leur meilleur match. Lors de cette CAN. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec, comme vous l'avez si bien rappelé, contre un favori. Et bien sûr qu'il y a un travail au préalable de la part du Soudan. Maintenant, je pense quand même que le Sénégal sont revenus et parce qu'ils sont supérieurs et c'est très très difficile de faire quelque chose quand il y a un écart si grand comme ça. Amine, au-delà du sportif, on va parler plutôt du mental des joueurs, de ce qui se passe psychologiquement, c'est ces joueurs-là, les Soudanais et les Sénégalais. On voit bien sûr les Sénégalais bien au-dessus des Soudanais sur le plan sportif, sur le papier. Mais est-ce que psychologiquement, le fait de se dire on est en huitième de finale, tout est possible, c'est bon, c'est une deuxième compétition après la phase de groupe? Non, bien sûr. Moi, je pense que par rapport à ça, c'est vrai que quand tu passes alors que tu n'es pas favori, tu n'as rien à perdre. Et c'est là que tu joues à 100% et tu joues un petit peu sans pression. Tu peux que t'amuser en huitième de finale et essayer d'espérer quelque chose de mieux. Parce que déjà, euh, venir là en huitième de finale, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Soudan en huitième de finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Soudan dans une CAN et pouvoir enchaîner comme ça, c'est très très bien. Et je pense que ça peut être un vent d'espoir finalement à tout le pays. Ils ressortent, c'est comme si, vous savez, tout est relatif, mais c'est comme si demain, nous on a fait demi-finale et on a été content, même si on était un petit peu déçu à un moment donné de pouvoir faire la finale, mais on était content à la fin. C'est la même chose, ils passent ce premier tour, c'est un exploit et c'est très très bien.
Et justement, juste après la rencontre Sénégal-Soudan, le sélectionneur sénégalais de la sélection sénégalaise, Pape Thiaw, mais également aux côtés de son joueur Pape Gueye, grand joueur qui a réalisé une très belle performance lors de cette rencontre, se sont exprimés en conférence d'après-match. Regardez. Un match très difficile, en début de match, surtout le début, on prend un but matinal qui nous a un peu mis mal dans le match, mais après, faut saluer le mental de l'équipe qui ont montré et qui ont poussé pour aller chercher l'égalisation avant la mi-temps et aussi marquer le deuxième but. Voilà, et face à une belle équipe soudanaise qui nous a vraiment posé des problèmes. Je me sens plutôt bien, je suis content. Bon pour le trophée, mais le plus important c'est d'avoir gagné ce soir. Je suis très content de la réaction de l'équipe. On était menés et on arrive à gagner ce match. Et en tout cas, belle victoire de la part des Sénégalais qui ont de la chance en plus de jouer jusqu'en demi-finale du côté du Grand Stade de Tanger. C'est plus facile, et Pape Thiaw l'avait dit, pour les journalistes, pour les supporters et même pour la sélection elle-même. Donc on les verra lors du prochain match. Un quart de finale qui est attendu face au Mali. On va parler de ce match entre le Mali et la Tunisie. Victoire des Aigles du Mali face aux Aigles de Carthage. 1 but partout d'abord, puis ensuite des tirs au but. Et une victoire 3-2 grâce à un grand Djigui Diarra. Je vais me tourner vers vous, Mohamed. On a joué, nous, cette équipe du Mali en tant que supporter marocain. On a retrouvé un peu les mêmes principes de ce Mali-là, que ce soit face au Maroc ou face à la Tunisie. Effectivement, le Mali, ils ont beaucoup de combativité, ils sont un peu limités techniquement, effectivement. On l'a vu sur tous les matchs. On l'a vu sur le match contre le Maroc, on l'a vu sur le match contre la Zambie, on l'a vu également sur le match contre la Tunisie, puisque c'était un match très compliqué sur le point de vue technique. Mais ils ont beaucoup de combativité, et ça c'est tout à leur honneur. Ils ont beaucoup de combativité, ils l'ont montré encore contre la Tunisie, et je pense que c'est aussi une des clés qui leur a permis de passer ce match. Un match compliqué, Noura, pour les Tunisiens comme pour les Maliens en finale. Absolument, on a eu l'impression que les Tunisiens se sont battus. C'était un match très disputé tout au long de la rencontre. Il aura fallu la 85e minute de jeu pour que les Tunisiens ouvrent la marque. Mais on peut le dire également que les Tunisiens sont passés à côté de leur match. Qu'est-ce que vous en pensez, Amine Amor ? Oui, je pense sincèrement que la Tunisie est passée à côté de son match, surtout après le carton rouge malien. Je ne pense pas que les problèmes maliens ont été d'un niveau qui est très très grand, parce que, en toute sincérité, moi je pense que le Mali c'est plutôt une équipe offensive. On l'a vu lors de la dernière CAN. On sait qu'ils travaillent un petit peu des principes offensifs. Ils ont des joueurs quand même comme Sangaré, Dieng, qui a une certaine technique. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont limités. Je rejoindrai Monsieur Souci sur ça, mais il y a des joueurs aussi qui ont beaucoup de technique et qui sont capables de poser des problèmes. Maintenant, je pense quand même que la Tunisie est passée à côté de son match. Les transmissions dans le dernier tiers étaient très très lentes, les centres étaient faciles à lire. Il n'y avait pas cet élément surprise. Et puis, il y a aussi, peut-être pour moi, le coaching qui n'a pas été bon. Le fait de sortir Mejbri, alors que c'est lui qui ramène un petit peu le danger dans le dernier tiers. C'est lui qui était entre les lignes, c'est lui qui essayait de trouver des décalages dans l'entrejeu. Je pense quand même que ça a été une erreur de faire rentrer Bonramdan. On a vu le joueur Bonramdan, il n'était pas très en forme. Et c'était pas la même qualité de joueur. Et je pense sincèrement que voilà, la Tunisie est passée à côté de son match. Les transmissions étaient lentes. Il n'y avait pas en fait, pour briser un bloc bas, il faut que les transmissions soient rapides. Déjà de base, avant de parler de schéma préférentiel ou quoi, on parle de tempo déjà. Et je pense que la Tunisie a manqué ce tempo-là. Des joueurs qui étaient timides, qui n'osaient pas tirer, qui n'osaient pas varier, qui n'osaient pas faire des courses de la seconde ligne sur les décalages. Et oui, alors vous êtes un petit peu en sécurité, vous récupérez les seconds ballons, mais vous en faites pas un très bon usage. Donc oui, je suis d'accord sur ça. La Tunisie est passée à côté de son match. Et elle aurait pu même concéder un deuxième but contre le Mali, parce qu'ils se sont pris pas mal de contres. Et l'entraîneur a fait rentrer un attaquant vers la fin, et ça aurait pu tourner au vinaigre bien plus tôt.
Alors, comme le disait Amine Amour, les Tunisiens étaient en supériorité numérique, mais malgré ça, ils se sont inclinés. Et pour vous, quelles étaient les faiblesses de cette équipe tunisienne? Mais également, il faut parler aussi des tirs au but. On a senti les Tunisiens très peu confiants, 3 pénaltys manqués. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis un peu au Mali de s'imposer finalement. C'est la Tunisie qui s'est manquée quelque part. Je trouve que l'équipe tunisienne, comme l'équipe malienne, l'équipe tunisienne est plutôt limitée aussi techniquement. Oui. Ils ont réussi à passer les poules. Et donc, pour moi, cette limite technique qu'ils ont fait que c'était compliqué d'aller plus loin, que ce soit sur la séance des tirs au but. Même on l'a vu, puisqu'ils étaient à 11 contre 10 pendant une bonne partie du match. Et malgré ça, ils ont des difficultés à aller au bout. Et donc c'était un match, quand on regarde un peu les réactions, parce qu'après je me suis amusé un peu à aller voir sur les réseaux sociaux les réactions sur Twitter, il y a beaucoup de comptes sur Twitter qui ont commencé à s'amuser de ce match-là. Donc en parlant de plein de choses sur ce match-là, je vous invite à aller voir, c'est des réactions très drôles sur Twitter. Justement, vous faites bien de le dire, on a la réaction de Mejbri, Hadib El-Mejbri, juste après la rencontre, et je peux vous dire, il n'est vraiment pas content, regardez. On doit apprendre, ça fait trop longtemps qu'on se repose sur nos lauriers en tant que Tunisiens, ça fait trop longtemps qu'on n'apprend plus. On pense avancer comme ça, on a pris trop de retard. Ça fait très longtemps qu'on le dit, on n'apprend pas, on se forme pas, en tant que joueur, en tant que tout, on doit tous se former et on doit se poser des questions. Personnellement, je ne suis pas le coach, mais je pense que quand j'ai un carton jaune, parce que peut-être que l'arbitrage, bref, j'ai un carton jaune, j'ai un carton jaune, je me suis pris des coups de malade en première mi-temps, donc je peux comprendre ma sortie. Et une fois que je sors, je m'attends à ce que mon coéquipier qui rentre, il se donne à fond. Ça a été le cas et forcément, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour les supporters. Un grand merci à eux. Voilà. Même le voilà à la fin veut tout dire. Vraiment, on sent il est dépité, le pauvre, parce qu'il s'est donné en plus. C'est peut-être le meilleur joueur dans cette sélection. Et pourtant, le Mali, de son côté, a toujours réussi, que ce soit par l'agressivité, que ce soit par agressivité parfois mauvaise de la part des Aigles du Mali. Amine, quand on voit cette équipe du Mali, est-ce que vous sentez qu'elle peut aller très loin dans cette compétition, ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, on va voir les limites, soit techniques, soit physiques de cette sélection? Écoutez, le prochain match, ça sera un derby. Ça sera un derby contre le Sénégal. Donc pour moi, tout est encore possible pour cette équipe. Elle est capable de poser des problèmes à l'équipe du Sénégal. Maintenant, elle a appris quelque chose de nouveau, c'est de défendre, que ce soit contre nous ou contre la Tunisie. Elle a appris à gagner en souffrant. Et c'est ce qui leur manquait un petit peu pour moi lors de leur dernière CAN. Et peut-être que ça, il y a des histoires qui naissent, il y a des automatismes. Techniquement, si on parle techniquement, il y a des automatismes qui naissent, il y a des nouvelles manières aussi. Et je pense que s'il y a acquisition, je pense qu'ils peuvent aussi poser des problèmes à cette équipe du Sénégal qui reste favori de ce tournoi aussi avec le Maroc, bien évidemment. Et c'est vrai qu'ils peuvent poser des problèmes à cette équipe. Alors justement, cette équipe malienne qui, on peut le dire, peut monter en crescendo, montrer un nouveau visage face au Sénégal en quart de finale. Je vous propose de regarder justement les réactions des joueurs maliens en conférence d'après-match. C'est extraordinaire quand on voit les scénarios. Carton rouge, 10 contre 11, pendant 1h30 à l'arrivée gagné au tir au but. C'est vraiment le scénario parfait. Le scénario parfait pour nous. Et on est très contents, très fiers. Maintenant, repos pour attaquer les quarts de finale, Inch'Allah. On a montré qu'on était très solidaires, on était tous unis, malgré la sortie de Woyo tôt dans le match. Mais voilà, on a montré qu'on savait tenir un match. Et à la fin, les pénaltys, Djigui, on sait qu'il est fort dans cet exercice-là. Et aujourd'hui, il nous a sorti une grande performance. Et on est très heureux d'être au prochain tour. Maintenant, on doit bien se reposer parce qu'on veut continuer dans cette CAN. C'est une très belle affiche, jouer contre le Sénégal. On est maliens, on a tous des amis sénégalais ou de la famille. Voilà, j'ai des mecs avec qui j'ai joué qui sont au Sénégal.
La Tunisie, c'est une des grosses nations en Afrique. Ils font souvent la Coupe du Monde, ils sont souvent qualifiés phase finale de la CAN. On sait, le Mali les a souvent joués. C'est toujours des matchs très difficiles, des matchs fermés. Mais voilà, aujourd'hui, ça nous a souri à nous. Et tant mieux pour nous, quoi. Je suis très content parce qu'on voulait gagner, on a gagné. Maintenant, on avance dans la compétition. On connaît notre adversaire, le prochain. On va aussi l'analyser, on va le préparer comme on prépare tous les matchs. Et Inch'Allah, on va suivre notre objectif. Pour gagner la CAN, il faut battre tout le monde. Que ce soit les matchs de poule jusqu'à aujourd'hui. Et le prochain aussi, ça sera plus difficile qu'aujourd'hui. Et voilà, on est concentré, on est conscient, on sait ce qui nous attend pour le prochain match. Et voilà, félicitations à l'équipe. On a curé notre destin, on n'a pas abandonné. On a tout donné et voilà, aujourd'hui ça a payé. On est super contents. On a prouvé à l'Afrique entière, au monde entier que même à 10, on n'allait jamais baisser les bras. Et c'est ça, il faut que tous les Maliens continuent à être derrière nous. On va tout faire pour les rendre fiers. Et là, on va se reposer. On va tout faire pour battre le Sénégal et pour aller chercher la coupe. Les supporters, ils sont incroyables. Même au Maroc, il y a du monde comme ça. Ils mettent le feu comme ça. Continuez, on vous aime. On va tout faire pour vous rendre plaisir, pour vous faire plaisir. Pardon. Abdoulaye Diaby venait de le dire, pour remporter sa CAN, il faut gagner tous ses matchs, évidemment. Il faut gagner tous ses matchs. Il faut battre tout le monde surtout, c'est surtout ça. Parce qu'ils ont gagné aucun match pour le moment. Sur le papier, 4 matchs nuls. Mais tout le monde sur ton chemin. Ah bien sûr, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Pour l'instant, est-ce que pour vous, on doit, entre le Mali et le Sénégal, comment est-ce que vous voyez un peu ce quart de finale? Moi, mon cœur penche pour le Sénégal naturellement, comme beaucoup de Marocains, je pense. Après, sur le match en soi, le Sénégal, pour moi, c'est le grand favori de ce match. Mais le Mali, finalement, quand on regarde leur parcours, on se rend compte qu'ils sont capables encore de faire des surprises. On l'a vu dans le match contre le Maroc. Ils n'ont pas été ridicules contre le Maroc. Là, contre la Tunisie, ils ont bien tenu malgré un match à 10 contre 11. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un match gagné d'avance ou on puisse penser que c'est gagné d'avance. Je pense que le Mali, ils ont une petite carte à jouer contre le Sénégal. Même question plutôt pour Amine Amour. Comment est-ce que vous voyez ce quart de finale entre les Lions du Sénégal et les Aigles du Mali? Oui, comme j'ai dit, c'est un match qui sera partagé. Je pense pas que et je pense que le Sénégal, ils ont quand même la qualité avec ce qu'on a vu avec Mbaye, avec Jackson, ils ont Mané, ils ont de l'expérience. Mais je pense sincèrement que le Mali aujourd'hui, s'ils défendent, s'ils tiennent, ils peuvent aussi faire. On a vu un nouveau visage du Mali qui peut être dangereux sur les contres et ils peuvent aussi être dangereux aussi en construisant le jeu. Moi, je trouve que c'est assez dommage qu'on n'a pas vu assez le Mali en utilisant son double pivot, ce qui a fait sa force un petit peu lors des qualifs de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique. On les a vus souvent avec un seul pivot. Et ça n'a pas donné de la fluidité au jeu et ça n'a pas donné toujours le 2v1 recherché finalement. Alors qu'avec deux pivots, je pense qu'ils seront beaucoup plus à l'aise avec des ailiers qui rentrent et ils retrouveront leur schéma préférentiel sur la construction du jeu. Je pense que comme ça, ils peuvent. C'est comme ça qu'on les a vus dangereux lors des qualifs et c'est comme ça qu'ils peuvent un petit peu surprendre cette équipe du Sénégal. Pour revenir un peu sur les meilleures performances de ces 2 huitièmes de finale, tout de suite, le conseil. Deux huitièmes de finale ont été disputés hier. Sénégal, Soudan, Tunisie, Mali. Et à présent, je vais vous demander à tous de prendre vos ardoises. Allez. Souci aujourd'hui, vous allez vous prendre un autre jeu, vous allez vous y prendre. Alors, je vais vous demander à chacun, j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école, je vais vous demander à chacun d'écrire le meilleur joueur pour vous, l'homme du match de cette rencontre Sénégal-Soudan. Bien sûr, Amine Amour, on vous invite également à nous donner. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par vous. Selon vous, quel est l'homme du match de cette rencontre Sénégal-Soudan? Et pour moi, l'homme du match, c'est celui qui a marqué c'est Pape. C'est celui qui a marqué le doublé. Pape Gueye, je pense que c'est lui qui est l'homme du match.
Écoutez, moi je suis plutôt d'accord également avec vous. Vous l'avez écrit avant. Mohas aussi également est d'accord avec vous. Bien sûr, j'attends Anas, ça sera une réponse différente de la nôtre. Vous connaissez mon amour pour la contradiction, pour ne pas donner comme tout le monde. Moi j'ai envie de parler de ce joueur, on en a parlé en coulisses avec Mohas juste avant, Brahim Mbaye. Un petit côté marocain, c'est pour ça peut-être qu'il est aussi fort au football. Mais voilà, Brahim Mbaye qui a été très bon. On voit que ses entrées ont été concrétisées par un but. Le 3e de ce match face au Soudan, c'est un joueur qui sait faire bouger les lignes, qui sait faire bouger les défenses à lui seul. Même s'il n'a pas de passe décisive, c'est lui qui est à l'origine du but de Sadio Mané contre le Congo. Et à chaque rentrée qu'il fait sur le terrain, il est toujours aussi bon, toujours aussi provocateur. Il n'a pas peur de l'adversaire. Et c'est ça qu'on attend d'un joueur qui sort du banc, c'est qu'il t'apporte quelque chose de nouveau sur le terrain. Et voilà pour moi Brahim Mbaye, même s'il n'a pas été vraiment titulaire depuis le début de la compétition. Mais voilà, c'est mon joueur frisson dans cette rencontre. Alors on est de notre côté, à tous les trois, on est plutôt d'accord. Mohas aussi, pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Pour la même raison, justement. Ça paraît une évidence. C'est exactement pour la même raison qu'il l'a dit, c'est lui qui marque le premier but. Et donc, qui crée la dynamique. Pour moi, c'est lui qui crée la dynamique à ce moment-là. Mais je suis tout à fait d'accord sur tout ce que tu as dit, Anas, sur Mbaye. Mais encore une fois, Mbaye, je l'ai vu grandir au Paris Saint-Germain. J'ai vu rentrer en Champions League. J'ai vu Luis Enrique le faire monter. Et donc, moi, je le voir exploser dans la CAN, ça ne m'étonne pas du tout. Et malgré tout, vous mettez un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, même en tant que supporter parisien. J'essaie d'être objectif. C'est bien fait, c'est bien joué. Ouais, franchement, c'est bien joué. D'ailleurs, ce joueur est âgé seulement de 17 ans. C'est bon, ça. 17 ans, donc vraiment, c'est une pépite du football. À présent, Anas, on va passer à la deuxième rencontre. Je vous écoute. Mali-Tunisie, quel a été l'homme du match selon vous? Allez. Bon, là, il y a un peu plus de choix quand même. Je pense qu'on a. Bon, il y a quand même quelques petites évidences. Alors, allez, je vais partir sur. Djigui Diarra. Je pars sur le gardien de but du Mali. Vous partez sur Hannibal, malgré la défaite, vous partez sur Hannibal. Amine, votre choix pour ce match entre Mali et la Tunisie. Écoute, on te laissera dans ta contradiction. Moi aussi, je les rejoins sur Hannibal. Merci Amine. On est du bon côté. C'était le joueur qui ramenait le danger. Ça ne dérange pas. C'était le joueur qui ramenait le danger et c'était le joueur qui ramenait de la qualité. Il y a beaucoup d'actions potentielles qui ont été gâchées et à lui seul, il a porté la Tunisie comme il a pu. Parfois, on peut perdre mais être l'homme du match. Parfois, on peut ne pas être chanceux, mais je pense qu'il a été l'homme du match, évidemment. Et selon vous, Moha, alors peut-être pour compléter un peu la réponse d'Amine. Non, c'est ça. Pour moi, Hannibal, c'est vraiment la touche technique de cette équipe de Tunisie. C'est lui qui... on a une équipe de Tunisie qui est plutôt amorphe, comme tout à l'heure on disait, qui sont pas rapides sur les transitions de balles. Et donc, on a ici un joueur qui est au-dessus techniquement et donc qui amène une petite touche que nous, on aime dans le football. Pour la même raison qu'on parlait d'Mbaye, c'est la même raison pour laquelle on parle d'Hannibal. Absolument, pour moi, il a été sur tous les ballons, il était vraiment très motivé. Il a bien sûr délivré une passe décisive, il était sur tous les ballons, mais c'est pas seulement lors de cette rencontre, c'est tous les matchs, de toutes les phases de groupe précisément. On le trouvait vraiment, il a pris cette casquette de leader tunisien, leader de cette équipe tunisienne. D'ailleurs, on a vu sa frustration en zone mixte, où vraiment il a exprimé sa déception de toute cette sélection tunisienne, qu'il aimerait voir briller, qu'il aimerait voir faire de meilleurs résultats, alors peut-être de prochaines Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin revenir à Anas. Alors Anas, c'est peut-être pas l'homme du match, je dirais c'est l'homme du résultat malgré tout. Déjà, même si la Tunisie n'a pas été dangereuse pendant 120 minutes dans le jeu, eh bien, il a quand même su garder les joueurs dans le match. Même quand on est à la 85e minute, qu'on concède le 1-0, eh bien derrière on est en prolongation, on vient tenir cette équipe-là au tir au but. Et ensuite derrière même dans les tirs au but, et les joueurs, Ibrahima Sissoko l'avait dit en zone mixte qu'il avait bien travaillé ses pénaltys, parce que certains sélectionneurs considèrent que ça peut être de la loterie. Eh bien non, quand c'est bien travaillé, ça peut donner des résultats. Et là, Djigui Diarra l'a montré sur ce match-là qu'il pouvait être décisif à sa manière pour cette qualification en quart de finale. Et je pense qu'il va être un protagoniste important lors du quart de finale face au Sénégal. Eh bien, je pense qu'on vient de... Je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour de cette première partie de CAN+. Tout de suite, pour parler plus en détail de cette rencontre Maroc-Tanzanie, tout de suite, le focus.
Le Maroc affronte donc la Tanzanie aujourd'hui à 17h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Alors, Moha, à votre avis, est-ce que le Maroc aborde ce huitième de finale avec un statut de favori ou est-ce qu'il y a une pression supplémentaire à ce match ? Je pense qu'on peut difficilement nier le fait que le Maroc soit largement favori et sur ce match et sur la compétition. Maintenant, moi j'ai vu une déclaration de Walid Regragui que j'ai trouvée intéressante, où il parle d'humilité, où il dit que justement l'une des raisons pour lesquelles le Maroc depuis 50 ans n'a pas gagné la CAN, c'est aussi pour l'humilité. Et je pense que c'est vraiment un axe sur lequel appuyer parce que les joueurs marocains, ils ont une pression très importante par rapport à avant, de par leur statut de favori, de par le fait que c'est à domicile. Et donc ils doivent faire attention à ne pas penser pouvoir retourner cette équipe de Tanzanie aussi facilement parce qu'elle a aussi des ressources. Absolument. Si on se penche un peu sur la composition à venir dans ce match, parce qu'on sait qu'elle sera très importante pour déjà connaître un peu le scénario de ce match. Est-ce que vous pensez, Amine, qu'on retournera un peu sur la composition qu'on a vue sur les premiers matchs, notamment le retour de Sofiane Amrabat ou peut-être Jawad Liamir, ou est-ce que ce troisième match face à la Zambie a permis à Walid Regragui de quelque peu changer ses choix pour ce huitième de finale face à la Tanzanie? Écoutez, moi je pense qu'on a retrouvé une défense déjà avec Aguerd et Massina. Je pense que cette défense nous a beaucoup plus réussi que Eliami que Aguerd. Moi je pense que pour la défense ça restera la même chose. Après pour l'attaque, Walid a donné plusieurs pistes. C'était pour brouiller les papiers de notre adversaire. Il a dit que Saïbari à gauche, il en était convaincu, mais qu'aussi qu'il était satisfait de Ezzelzouli. Donc c'est quelque chose qu'on va savoir vraiment une heure avant le coup d'envoi. En tout cas, par rapport à ce match-là, moi je pense que si on aborde bien ce match, il y a possibilité de faire un grand score. Alors justement, en conférence d'avant-match, le sélectionneur marocain, Walid Regragui, a précisé le fait qu'il n'a pas de 11 types, mais au contraire qu'il faut s'adapter en fonction de l'adversaire. Regardez. On s'adapte, mais je n'ai pas un 11 type réel. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là. Il y a des joueurs aussi sur qui je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps et qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir, il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide et aujourd'hui voilà, on n'a plus le temps aussi de faire beaucoup d'essais ou de tenter des choses. On est sur nos certitudes, on est aussi sur beaucoup de résultats positifs depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a eu beaucoup de scénarios avec des fois des Saïbari à gauche parce qu'à un moment donné c'est vrai que la critique, elle est aussi bénéfique. Voilà. Dire que Saïbari ne peut pas jouer à gauche, les derniers matchs, quand il avait joué à gauche, il avait marqué des buts. Je ne suis pas adepte de quand il y a un match qui se déroule pas bien au niveau du résultat pour dire que tout va mal. Si on avait suivi Brahim, à un moment donné, la question de Brahim, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qu'il faut positionner numéro 10. Quand il est numéro 10, et aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de la CAN. Et comme par hasard, il joue à droite. Mais comme par hasard, comme ça se passe bien pour lui, Brahim, aujourd'hui, c'est trop facile de pouvoir juger les choses comme ça. Moi, je vois plus le côté technico-tactique. Aujourd'hui, on a des armes. On peut jouer avec Abdé, on peut jouer avec Isma à gauche, on peut jouer même avec Talbi, on peut jouer avec Ben Seguir, qui des fois est au milieu, mais qui peut jouer à gauche. On peut jouer avec Mazraoui arrière-gauche, on peut jouer avec Salah Ad-Din. On peut jouer avec Massina, qui à un moment donné, quand il était venu, non, mais c'est un arrière-gauche, je ne peux pas jouer défenseur central, mais aujourd'hui, il est défenseur central et ça se passe bien. Voilà, on a des solutions. On peut jouer avec Targaline au milieu comme avec Amrabat ou avec Elianaoui, mais chacun a ses qualités. Et par rapport à l'adversaire, il faut faire les bons choix. Alors Walid Regragui le disait à l'instant, il y a plusieurs combinaisons possibles, il faut s'adapter à l'adversaire. On va revenir ensemble sur cette composition probable pour le match Maroc-Tanzanie. Alors, selon nous, selon les médias, selon de nombreux experts, Bono, bien évidemment, reste une évidence dans les cages, avec un Aguerd Massina, comme on l'avait mentionné tout à l'heure. En tant que latéral, on a Hakimi, bien évidemment, à droite, avec Mezraoui à gauche. Un Inaoui en tant que rôle, avec un rôle de sentinelle au milieu, avec Ounahi et Saïbari. On la voit, elle apparaît juste ici à l'écran. Voilà, exactement. On parle également du milieu. Oui. Ouais, le milieu avec, vous l'avez dit. On reviendra alors. Naïf Aguerd, Adam Massina,
Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Massina qui a bien. Qui a très bien qui a joué bien contre, joué, oui. contre la Zambie. On peut dire qu'il occupe une place là à présent. Il a fait un très bon Et match. la bonne nouvelle, c'est le retour de Hakimi, malgré tout, ouais, capitaine de la c'est- sélection, qui fait son retour. Et Mzraoui, qui à ce moment-là passe à gauche. On continue avec nous, Ouais. Noura. L'Ainaoui, bien sûr, au milieu, qui a fait un très bon boulot, qui a fait un travail énorme au centre, à la place d'Amrabat, on peut le dire, il le remplace. Il fait pour l'instant, il a fait ses preuves, on peut le dire. Ounahi, bien évidemment, avec Saibari à gauche. Bon, Saibari, on attend beaucoup de ce joueur, même si ça reste un joueur très intelligent avec le ballon, qui se déplace, qui a une très bonne lecture de jeu. Et ensuite, on passe à Brahim, bien sûr, Brahim Diaz. C'est Brahim. C'est Brahim. Zelzouli à gauche, avec sa vitesse, qui peut faire la différence, qui peut mettre à mal les défenses adverses. Et enfin, en attaquant de pointe, El Kaabi Cyclette. El Kaabi Nouévé aussi, chacun son truc. El Kaabi, alors, mais avant ça, on va revenir un peu sur de nombreuses personnes qui disent qu'un peu ce Brahim Diaz, il y a une dépendance à Brahim Diaz, qu'on passe surtout par le côté droit. Qu'est-ce que vous en pensez un peu, Moha, un peu de cette... Brahim Diaz, c'est incontestable le fait qu'il a pris une très grosse part dans cette équipe. Les premiers matchs, on a vu, il est des meilleurs buteurs de la compétition pour l'instant, avec El Kaabi. Et dans le jeu, on voit très bien qu'il fait des différences, il fait très mal au milieu de terrain, il a une percussion, il a quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas, c'est le seul joueur qui a ça dans l'équipe. Donc effectivement, par la force des choses, de toute manière, les grandes équipes, elles ont une dépendance envers leurs meilleurs joueurs. Alors regardons ce que Walid Regragui en pense justement de cette Brahim dépendance. Brahim aujourd'hui, il est efficace. On est où on voulait emmener Brahim. Brahim, quand il est arrivé au mois de mars. Je m'en rappelle, c'était un match contre l'Angola et il y avait eu le fameux match de la Mauritanie. J'ai toujours dit, vous pouvez regarder en arrière sur mes conférences de presse, en général, si on revient, en général, il y a des choses qui se sont dites. J'avais dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à cette équipe, à ce jeu aussi africain. On a beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup voyagé à Madrid pour faire des vidéos, pour lui faire comprendre que c'était un jeu totalement différent de l'Europe. Et il devait s'adapter. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de la surface. Il lâche de plus en plus son ballon, il est beaucoup plus mobile. Et naturellement, quand on a ce Brahim, il est efficace. De toute façon, on connaît son jeu, on connaît ses qualités. Il joue au Real de Madrid dans un des plus grands clubs au monde. Donc on sait ce qu'on attend de lui. Maintenant, concernant on va dire la dépendance qu'on aurait par rapport à Brahim, Ayoub Kaabi est à 3 buts aussi. Et je l'ai toujours dit aussi précédemment, le danger peut venir de partout. Avant cette CAN, c'était Sebari qui était efficace. On a eu d'autres joueurs comme Rahimi qui ont été efficaces. On a eu Al-Khanous qui avait été efficace. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre de buts que mettent mes joueurs, c'est que le danger vienne de partout. Maintenant, si Brahim il reste à ce niveau-là et qu'on peut être dépendant de lui et qu'il nous ramène la CAN, en tant qu'entraîneur, je serai le plus heureux des hommes. Ce qui m'importe, c'est surtout le collectif. Et Brahim, il rentre dans ce collectif et on aura besoin d'un Brahim efficace. Et quand il est efficace, c'est bénéfique pour l'équipe. Il a parlé de Brahim Diaz, il a également parlé, vous l'avez entendu, d'Ayoub El Kaabi, le co-meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations avec la Cincinnati et Brahim Diaz. Ayoub El Kaabi, Amine, c'est un peu, on ne va pas dire une révélation parce que déjà il n'était pas titulaire lors du premier match, c'était Sofiane Rahimi qui l'était. Ensuite on s'attendait peut-être à Nseli, finalement c'est Ayoub El Kaabi qui vient récupérer cette place. Et enfin un travail, des efforts récompensés pour l'ancien attaquant du Wydad Casablanca. Moi, je suis d'accord. Écoutez, Ayoub El Kaabi, il a beaucoup travaillé. Moi, je pense qu'il y a eu une rencontre importante durant sa carrière. C'est quand il va au Qatar, à Al-Sadd, et il rencontre Juan Malillo, qui reste le professeur de Guardiola, l'ancien assistant de Guardiola. Et je vois un tout autre Ayoub El Kaabi dans le pressing. On le connaissait dans son professionnalisme, dans sa générosité. Mais je veux dire, sur le côté... il a gagné un petit peu en intelligence dans ses appels. Et même Raja, exactement, il a joué. Travail dans le pressing. Ayoub El Kaabi qui a été... Excusez-moi. Dites-moi, non, on vous écoute, Sermine. Non, voilà, le fait qu'il passe par la case, pour moi, Juan Malillo, ça a été un petit peu un tournant dans sa carrière. Le fait qu'il soit dans le pressing très très bien, je pense que ça a été un tournant dans sa carrière. Après, je pense que je suis d'accord, il n'y a pas que El Kaabi qui est dangereux. Aujourd'hui, dans les structures d'attaque,
quand on parle de structure d'attaque, par exemple, qu'on a eu contre la Zambie dernièrement, c'est 3-2-5. Et quand je parle de 3-2-5 dans le dernier tiers, les 5 qui sont sur la dernière ligne, ils sont tous des attaquants quand ils sont dans la dernière ligne. Quand ils décrochent, c'est ça le nouveau football aussi, le football moderne. Et quand ils décrochent, ce sont des relayeurs. Mais quand ils prennent la profondeur, quand ils sont statiques sur la dernière ligne, ce sont des attaquants. Donc, Ounahi peut marquer, Saibari peut marquer, Brahim aussi peut marquer. Tous les 5 ils peuvent marquer. Et sur les rotations qu'il y a et qu'il peut y avoir entre cette ligne de 5, cette ligne de 2, mais aussi sur le fait que Mazraoui peut pousser aussi, tout le monde peut marquer. Aujourd'hui, l'XG du Maroc est très très élevé du fait qu'on a plusieurs joueurs qui sont à droit devant le but. Il suffit d'avoir finalement, on pourrait être tenté de dire qu'il suffit d'avoir le schéma préférentiel pour qu'il soit servi dans les meilleures conditions. Vous en avez tellement bien parlé, Amine, que forcément son sélectionneur aussi, en conférence de presse hier après-midi, il a loué l'exemplarité et la motivation de l'attaquant de la sélection marocaine. Je laisse l'écouter. Ayoub, alors moi je peux bien en parler d'Ayoub parce que j'étais entraîneur du FUS quand il jouait au RAC de Casablanca. Et d'ailleurs j'ai souhaité le recruter au FUS de Rabat. Pour l'anecdote, d'ailleurs c'est le président du RSB, Berken, qui me l'a piqué au dernier moment. Et il a bien fait, parce que derrière, il avait mis, je crois, 20 buts en championnat, il avait été meilleur buteur du Chan. C'est un parcours atypique et je pense que c'est le meilleur exemple pour les jeunes Marocains. Le parcours de résilience d'Ayoub. C'est quelqu'un, comme vous avez dit, qui a joué dans les catégories amateurs, qui était charpentier, qui jouait arrière-gauche à un moment donné, qui a été mis attaquant. Moi, je me rappelle pourquoi je voulais le recruter. Il avait mis 2 buts en Coupe du Trône face à mon équipe. Et j'avais souhaité le recruter parce qu'on sentait le talent brut. C'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas et qui n'a jamais abandonné. Et Ayoub, par exemple, c'est quelqu'un que je n'ai pas appelé pour la Coupe du Monde en 2022 alors qu'il avait fait les qualifications. Et il n'a rien dit. Il s'est battu, il a retravaillé, il a fait des bons choix de club. Et aujourd'hui, c'est l'attaquant de l'équipe nationale et ça marche bien pour lui. Comme quoi, le travail, le silence comme il l'a fait, ça prouve toute l'humilité qu'il a. Quand je parlais d'humilité tout à l'heure, si je peux donner un mot qui peut décrire Ayoub Kahabi, c'est humilité. Et pour un peu conclure cette émission, on va passer au pronostic. Le Maroc affronte la Tanzanie à 17h aujourd'hui au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Sur ce plateau, on a vraiment hâte de se lancer sur ces pronostics. Je vais vous demander, écoutez, chacun me dire vos pronostics pour ce match, sur le match de 17h qui opposera le Maroc à la Tanzanie pour ses 8e de finale. Alors, Anas, est-ce que vous avez déjà... Non, je ne l'ai pas écrit, mais j'aimerais juste rappeler que notre réalisateur hier a écrit 1-0 Tanzanie, même si voilà, il dit qu'il avait écrit 3-0 pour le Maroc, mais je préfère le rappeler, parce que je sais qu'il parle. Il avait. Ah, c'est bon, il a écrit. Comme ça, il ne peut pas le modifier. Regarde, très bien. Il avait bien dit, Youssef Faucher avait dit 3-0 pour le Maroc. Très bien, on va voir. Non, mais je pense que moi je vais partir sur le même score. On va demander à Amine quand même son pronostic pour ce match-là entre le Maroc et la Tanzanie. 4-0 au moins. 4-0 ouais. Ah, écoutez, c'est beau. Moi, s'il y a du spectacle comme ça, moi je suis content. Pour une fois, Anas et moi sommes d'accord. Non, on a été d'accord hier, on a mis 3-0 Sénégal-Soudan et finalement ils ont marqué à la 5e minute. Donc j'aurais pas dû vous suivre. On n'a pas eu un bon prono. Non mais écoutez, moi j'ai dit beaucoup de choses sur votre chaîne par rapport à cette équipe de la Tanzanie. Je pense qu'ils ont beaucoup de failles. Là où ils peuvent nous faire du mal, c'est s'il y a nonchalance de notre part, mais aussi ils peuvent aussi nous mener vers le chaos. Il faut être c'est très important et très vigilant de sortir du chaos et des longs ballons. Et il ne faut pas tomber dans le piège du Mali. Le Mali, c'est nous qui nous avions rendu le match un petit peu physique. Mais si on a cette justesse technique et si sur les seconds ballons, je pense qu'on peut faire très très mal à cette équipe du Mali. En plus de tout ce que j'ai dit sur vos émissions précédentes, que ce soit la matinale, question d'actu,
Et voilà, je pense qu'on peut leur faire très très mal. Amine, votre téléphone c'est Ayoub El Kaabi, il fait que des retournées depuis tout à l'heure, je comprends pas pourquoi, mais on va poursuivre. Ah voilà, encore une fois, on y va. Ça, c'est un quintuplé que vous nous avez fait. Téléphone, mais écoutez, c'est peut-être un signe d'une nouvelle bicyclette pour El Kaabi Nwebe. Ah, moi j'en suis sûr. C'est ce qu'on veut, c'est tout ce Moi qu'on dans mes veut. 3-0, il y a une bicyclette. Il y a une Une bicyclette Ah, dedans oui, dans ma tête, il y a une bicyclette. Pas les trois. Non, une seule, au moins Ah, une seule, ça va, ouais, c'est Ça ça. va devenir un rituel, hein, cette bicyclette. Mais c'est meilleur buteur en bicyclette. Mais il y a des vidéos sur les réseaux sociaux avec des compilations de toutes les tentatives d'Ayoub El Kaabi. Elles sont vraiment énormément de tentatives. Et C'est encore jusqu'à 3 minutes aujourd'hui. 30 sans les deux qu'il a marqués là déjà dans cette Coupe Absolument. d'Afrique. C'est pour dire à quel point il est Absolument. fort. Noura, un petit mot sur Un votre petit pronostic avant de passer à 2-0, celui de il faut Mohamed. rester un peu quand même réaliste, assez humble. On va respecter cette équipe tanzanienne et je pense qu'elle va se battre, cette équipe. Donc on reste sur un 1-2-0 avec le Maroc au-dessus quand même. Et vous, Moha, alors? Et donc moi 3-0, je pense. 3-0, dont une bicyclette d'Ayoub El Kaabi, Inch'Allah. Et non, là, cette équipe de Tanzanie, en fait, je suis d'accord, il faut la respecter, mais je pense que c'est en marquant 3-0 qu'on la respecte. C'est en allant jusqu'au bout, c'est pas en s'arrêtant à 2-0 et après en calmant le jeu, c'est en jouant jusqu'à la dernière minute, et essayer de mettre un maximum de buts qu'on respecte justement cette équipe pour moi. Absolument, ce sont des huitièmes de finale de Tout à Coupe fait, d'Afrique des Nations. Anas, pour vous, 2-0 Je vais également? suivre l'intuition de Ouais, Youssef tu Ochir viens de qui m'a dire. parlé à l'oreillette. Il m'a dit peut-être un but d'Achraf Hakimi. Et moi, je vois même un but d'Achraf Hakimi sur coup franc. Allez, on peut aller même assez loin. Moi, je 2-0. Voilà, de toute façon, on veut juste que le Maroc déjà gagne Ouais. pour aller en quart de finale, mais on aimerait bien un peu de spectacle. Donc, j'aimerais bien me tromper dans mon pronostic en espérant qu'il y ait un joli score. Non, alors, non, mais il va commencer. Est-ce que c'est Je vais l'éteindre. Moi, sur je vais l'enlever, Anas? Ouais, on Moi, je parle plus, hein, c'est bon. On me demande de m'assurer qu'Anas ait bien mis le 2 pour le Maroc. Ah et pas oui, pour la de toute Tanzanie. façon, Youssef Ochir a donné la Tanzanie gagnante hier. Je le rappelle, hein, il a peut-être changé de pronostic aujourd'hui. Mais hier, je le rappelle, il a donné 1-0 et je vais remettre l'image. Demain, je vais la ramener l'image et si la Tanzanie gagne, il aura raison. D'accord, Même Anas. si j'espère pas tout ça. Alors, on va passer au pronostic de l'autre rencontre de cette soirée et qui opposera le Cameroun à l'Afrique du Sud à 20h. Et d'ailleurs, le Maroc affrontera le gagne en cas de victoire. Le Maroc affrontera le vainqueur de cette rencontre. Cameroun-Afrique du Sud. Là encore, je vais vous demander votre pronostic. Pour rapidement, chacun va montrer un peu son pronostic. Alors, je vais montrer. Amine, votre pronostic pour ce Cameroun. match. Attendez, il faut que je vous réécoute quand même. Rapidement, pour finir. 3-1 pour le Cameroun. 3-1 pour le Cameroun. Il y aura un retourné dans ce match ou pas comme ça vient d'arriver. Ah, même. Non, je pense pas. Non, je sais pas. C'est quelque chose qui est difficile après. Après, c'est clair. El Kaabi qui jouera avec le Cameroun, bien entendu, Ouais. qui marque un autre Bon, coup là, de ciseau. là, on part un peu loin quand même. Bon, alors c'est 2-1. Ah, tous les trois, on est d'accord On a avec tout donné. On a le tout Cameroun donné. qui reste au-dessus. Bon, ben écoutez, merci infiniment. C'est la fin de Cannes+. On aurait voulu continuer à parler de foot. Vous savez combien on peut parler de foot pendant très longtemps. Merci, Moha Soussi, d'avoir Merci beaucoup pour votre assisté à cette invitation. émission. Merci. Et merci à Amine Amour qui était avec nous à distance. Merci infiniment. Anas, on doit finir cette émission. Et je vais aller pleurer autre part. Ouais, Franchement, ça sera on vous mieux. retrouve. Merci aux téléspectateurs d'avoir suivi notre émission Cannes+. On se retrouve demain à la même heure pour encore plus de foot.